uniquement en abonnement digital. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Et ce petit déjeuner politique, mon cher Jean-Marie, on va le prendre en compagnie de Valérie Gomez-Bassac. Ça nous fait plaisir d'avoir une femme, d'avoir deux femmes avec vous ce Exactement, matin. En minorité pour une vous fois, ça fait du bien. êtes députée du Var et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Merci, bienvenue. Et bonjour Valérie Gomez-Bassac. Vous avez entendu ces appels sur les réseaux sociaux notamment qui voudraient faire aujourd'hui 1er mai de Paris une capitale de l'émeute, je cite. Est-ce que vous en avez peur ? Est-ce qu'on en a peur ? Oui, tout le monde en a peur. C'est vrai que nous avons assisté à des actes de violence qui se sont répétés durant plusieurs semaines. Donc on a peur. On a vu sur les réseaux sociaux ces appels à l'émeute dans la capitale. Donc il faut avoir un discours franc, mais il faut pas non plus dramatiser les choses. Attendons. Toutes les mesures, je l'espère, ont été prises pour que les manifestations se passent le mieux possible. Donc attendons que cette journée se déroule. Oui, mais malgré tout, rien que dans la capitale, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, annonce le déploiement de plus de 7000 policiers et gendarmes pour assurer l'ordre. Si jamais il y a quand même de la casse ce soir, est-ce qu'on devra dire que le gouvernement n'arrive plus à assurer l'ordre ? Non, on ne peut pas dire ça parce que nous faisons face quand même à des mouvements de violence qui n'ont pas connu de précédent. Et ces Black Blocs, c'est vraiment un mouvement particulier. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le localiser. C'est facile de dire il faut dissoudre ce mouvement, mais c'est impossible à faire. Et ça, tout le monde le reconnaît. Donc, les forces de l'ordre sont aussi épuisées. Donc, il y a vraiment une situation exceptionnelle. Mais encore une fois, jusqu'à présent, il n'y a quand même pas eu de drame, heureusement. Et j'espère que ça va continuer en ce sens-là, mais il faut pas toujours... Impossible de dissoudre les Black Blocs, vous nous dites. On est face à des violences sans précédent. On a presque l'impression en fait que vous êtes désabusé, qu'on ne peut plus empêcher les violences au cours de manifestations ou en marge de manifestations. Alors, on peut les empêcher, on peut les réduire. Il faut encore une fois, on vous explique quand même tout ce qui est mis en œuvre, c'est-à-dire éviter des regroupements. Il faut arriver à éclater de suite les groupes qui se forment. Donc il y a quand même toute une stratégie qui est mise en œuvre. Donc nous en arriverons à bout. Mais c'est pas aussi facile que cela. C'est ça que je voulais vous dire. Mais malgré tout, on demande à des commerçants, par exemple, de fermer boutique aujourd'hui, notamment à Paris, place d'Italie. D'autres commerçants qui en ont assez de se barricader. Est-ce qu'ils vont devoir continuer à se barricader longtemps ? Alors, c'est vrai qu'il y a des mesures de prévention qui sont prises et il vaut mieux les prendre. Maintenant, c'est dramatique pour les commerçants. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Alors, que faire ? Il faut trouver un juste équilibre entre ce droit de manifester, parce qu'il y a quand même beaucoup de manifestations qui se passent bien. On peut parler des manifestations pour le climat, les manifestations qui ont eu lieu dans la fonction publique, les manifestations contre les violences faites aux femmes qui se passent assez bien. Donc, c'est ce mouvement qui est compliqué à gérer. Donc, espérons qu'on arrive à trouver un équilibre pour pas interdire toute manifestation, car je crois que personne ne veut ça non plus. Non, personne ne le voudrait. Malgré tout, la loi anti-casseurs a fini par entrer en vigueur. Il y a une mesure qui manque, qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel. C'était justement cette interdiction administrative de manifester pour certains casseurs. Vous la regrettez, cette mesure ? Oui, je la regrette parce qu'elle a été critiquée. Bon, il fallait débattre sur cette mesure, ce que nous avons fait, mais c'est vrai que je la regrette parce que c'était vraiment un bon moyen d'anticiper les choses. Et il y avait tout de même ce recours au juge qui était possible. Donc, certains ont regretté que l'on interdise toute possibilité de manifester. C'était pas du tout le cas parce qu'encore une fois, il y avait ce recours qui était fait dans un délai très très court, bien en amont de la manifestation. Donc les droits et les libertés étaient quand même garantis. Donc oui, je regrette que cette disposition ait disparu. Alors Valérie Gomez-Bassac, hier Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a assuré qu'il faisait le distinguo entre les manifestants légitimes, syndicalistes ou gilets jaunes, et ceux qu'il a appelés, à part les Black Blocs, les ultra jaunes. Est-ce que le gouvernement est quand même pas en train de diaboliser tout le mouvement des gilets jaunes ? Non, parce que le mouvement des Gilets jaunes tel qu'il était au départ, il y avait des attentes légitimes, des personnes qui manifestaient dans le calme et vraiment pour essayer de faire valoir leurs revendications. Mais il y en a toujours, il y en a toujours aussi parmi les il y en a toujours et heureusement, et c'est pour ça qu'on n'empêche pas d'ailleurs les manifestations, soyons clairs. Maintenant, il est vrai que dans les Gilets jaunes, et ça a été reconnu, d'ailleurs il y a des enquêtes qui ont été faites par des journalistes également sur ce sujet, il y a vraiment des Gilets jaunes qui se sont radicalisés et c'est là où il y a un dérapage. Et il faut dire que le temps est passé puisque ça fait presque 6 mois, un peu moins de 6 mois, que le ministère de l'Intérieur doit encadrer des manifestations tous les samedis, voire plus, parfois les mercredis comme aujourd'hui. Souvent des manifestations tendues. Si on assiste encore à des scènes d'émeutes aujourd'hui, comme l'an dernier à Paris, est-ce qu'à un moment ou un autre, le ministre de l'Intérieur devra faire aveu d'impuissance et démissionner ? Non, il faut pas remettre en cause, encore une fois, que ce soit le ministre ou le ministère ou les personnes qui travaillent. On a remis en cause le préfet de police. Le précédent, Michel Delpuech, il a fini par être limogé.
Oui, parce qu'à un moment donné, ils n'auraient pas écouté les consignes qui avaient été données. Donc il faut aussi que chacun applique les règles qui sont dites, ce qui est fait quand même depuis quelques semaines. Ça a l'air mais si ça dérape encore aujourd'hui, Valérie Gomez-Bassac, est-ce que ce ne sont pas les consignes qui posent problème finalement, qui ne sont inopérantes pour empêcher la violence? Non, je pense pas. Je pense vraiment que les Black Blocs, c'est vraiment un mouvement particulier qu'il faut en tenir compte. On peut pas tout faire reposer encore une fois sur un homme. Maintenant, s'il y a des erreurs qui sont commises, il faut voir comment va se dérouler la journée. Nous verrons à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est pas la priorité. Et puis, il faut avoir confiance aussi, encore une fois, aux personnes qui prennent les décisions et qui les appliquent. Alors ça, on parlait justement de ces 6 mois de mouvement des Gilets jaunes particulièrement intenses. Aussi pour vous d'ailleurs, les députés, souvent pris à partie, menacés. Revenons au 1er mai de l'année dernière, qui avait été émaillé aussi par des violences, mais c'était avant le mouvement des Gilets jaunes, ça n'avait rien à voir. Et le jour du 1er mai, il s'était passé quelque chose qui a changé tout le quinquennat. Un chargé de mission de l'Élysée que vous connaissez, dont vous avez beaucoup entendu parler, je vois votre sourire désabusé, Alexandre Benalla, qui était filmé en train de molester des manifestants. Depuis, on a l'impression que ça a été une descente aux enfers pour la majorité que vous représentez. Est-ce que vous la voyez, la sortie du tunnel? Non, déjà, il faut pas tout lier. Vous voyez, je regrette qu'un an après, on puisse parler encore d'un homme. Alors, je dis pas que c'est pas grave, ce qui s'est passé, loin de là, puisqu'en effet, comme vous l'avez dit, ça a eu des conséquences sur le quinquennat et sur notre façon de prendre des décisions, etc. Maintenant, oui, je vois la sortie. Attention, on parle quand même que c'est quand même pas mal, mais 30 000 personnes, 25 000 personnes, 35 000 personnes, ça représente pas tous les citoyens, ça représente pas toute la France. Je veux dire, et là aussi, en tant que journaliste, vous avez quand même une responsabilité qui est de replacer les choses dans leur contexte. C'est nous, journalistes, qui gonflons le mouvement des Gilets jaunes pour vous. Plus maintenant, mais je pense qu'à un moment, vous aviez eu aussi votre part de responsabilité. Pourtant, vous pensiez vraiment qu'on avait déjà vu un mouvement comme celui-ci, des manifestations? Non, il fallait en parler, mais après, il y a sur chaque rond-point, c'était pas déclaré. Des gens qui n'avaient jamais manifesté, des chefs d'entreprise. Vous en auriez pas parlé à notre place? Alors, et encore une fois, je vous dis pas de pas en parler, je dis qu'il y a des façons d'en parler, et il faut donner la parole à tout le monde, ce qui est fait maintenant, et aux Gilets jaunes également, ce qui a été fait, mais à un moment, on voyait bien, alors je vous visais pas vous explicitement, mais on voyait bien que c'était vraiment les Gilets jaunes qui avaient toute la place sur les plateaux, quoi. Donc c'était plus possible. Il fallait que nous aussi on puisse communiquer sur ce qu'on faisait, ce qu'on allait faire, etc. Donc aujourd'hui, vous me demandiez si je voyais le bout du tunnel. Oui, je le vois, parce que il y a quand même des décisions fortes qui sont prises, qui vont être appliquées dans un délai assez court. Alors je dis assez court parce qu'il y a quand même un délai incompressible, parce qu'il faut quand même respecter nos textes également. Mais les Gilets jaunes raisonnables, qui avaient des attentes légitimes, sont bien conscients quand même qu'on a répondu à une grande part, ou nous allons répondre à une grande part de leurs attentes. Emmanuel Macron a lancé plusieurs chantiers à la sortie du grand débat national, ce qui fait un sacré calendrier pour les députés. Énormément de mesures à étudier rapidement, à voter. Est-ce que vous allez pouvoir travailler sur toutes ces mesures sérieusement ? Ça pose une vraie question pour le coup. Oui, parce qu'il y a différentes commissions, donc des mesures qui concernent... Des mesures à la chaîne. Il y a quand même des mesures qui concernent des commissions différentes. Il y a des mesures aussi que nous avions peut-être envisagées, mais à plus long terme. Donc ce qui est compliqué, c'est de changer le calendrier, parce que nous avions un calendrier d'établi. Il va falloir faire un décalage. Mais regardez, lorsque l'on parle de la réforme constitutionnelle, par exemple, c'était quelque chose que nous en avions déjà parlé, c'était même dans le programme du président de la République. Est-ce que vous êtes en train de dire que dans les réponses au mouvement des Gilets jaunes, le président de la République a aussi recyclé quelques mesures de son propre programme présidentiel ? C'est pas recyclé, c'est que ça faisait partie des demandes, mais c'était dans le programme. Donc on va pas faire le contraire de ce qui est demandé. Les Gilets jaunes ont manifesté pour demander une partie de l'application du programme d'Emmanuel Macron. Pas toutes, mais sur les réformes constitutionnelles, en tout cas, oui, une partie. Donc justement, Emmanuel Macron a annoncé qu'il cherchait à obtenir une baisse du nombre de parlementaires, entre 25 et 30%. Le président du Sénat, qui lui est de droite, Gérard Larcher, hier a dit « Je suis prêt à négocier à 25%. » Bon, on va avoir une négociation de marchand de tapis pendant combien de temps à ce sujet ? Alors il est vrai que dans l'opposition, ils ne sont pas très contents de cette suppression d'une partie des députés. Et vous êtes contente ? Oui, ça faisait partie du programme. Si jamais c'est votre circonscription qui est supprimée, eh bien, ça sera ma circonscription. Encore une fois, c'est pas une finalité d'être député. Bon, moi, je travaillais avant, je travaillerai après, et ce n'est pas grave. Maintenant, ça faisait partie du programme. Alors, vous me demandez si je suis pour ou contre. Quand je me suis lancée en politique, j'étais pour à 100% cette suppression, parce que moi, mon député, je le connaissais pas, je ne savais pas ce qu'il faisait, et puis en plus,
il avait plein de mandats partout. Donc je me disais, finalement, il a du temps, donc autant en réduire, c'est qu'ils n'ont pas de travail. Aujourd'hui que je suis députée, je me rends compte que c'est vraiment un travail à temps complet. Donc la seule chose que j'espère, c'est que les Français accepteront aussi que la mission change, parce qu'on pourra être moins sur le terrain. Ça, vous travaillez notamment en ce moment sur le droit des affaires, un code européen du droit des affaires pour les entreprises transnationales. En quoi on avait besoin justement de simplifier les entreprises transnationales alors que et n'ont pas attendu globalement 2019 pour travailler aussi bien aux États-Unis, en France ou en Pologne. Alors là, je tiens à vous féliciter parce que vous êtes un des rares journalistes à me parler de mon travail sur le Code européen des affaires que j'envisage de déposer au Premier ministre dans les jours qui viennent. En fait, c'est une volonté de s'adresser aux PME, c'est-à-dire que le droit en vigueur aujourd'hui européen s'adresse essentiellement aux grandes entreprises. Là, on veut s'adresser aux PME et essayer de rendre ces PME mobiles sur le marché économique européen. Donc, leur faciliter l'accès déjà par une accessibilité à la règle, par plus de visibilité de la règle européenne. Aujourd'hui, avoir affaire à un règlement, une directive européenne, c'est juste impossible. Donc c'est une volonté de rendre tout ça plus accessible et de voir là où on peut harmoniser. Et l'Europe, justement, on en parle, Valérie Gomez-Bassac. Nous sommes à moins d'un mois des élections européennes. On parle beaucoup des Gilets jaunes, on parle beaucoup des manifestations, trop à votre goût souvent d'ailleurs. On parle du grand débat qui était franco-français et puis on parle parfois très peu d'Europe. Comment vous l'expliquez ? Là aussi, les journalistes, on leur parlerait. Non, je plaisante. La preuve que non, vous allez nous dire juste après. Non, comment vous l'expliquez ? Pourquoi est-ce qu'on parle peu d'Europe ? Parce que l'Europe est devenue une évidence. C'est-à-dire que les jeunes maintenant vivent avec cette Europe, ils sont dans cette Europe et finalement ils ne se rendent peut-être pas compte de toute l'importance que cela représente également et que ça reste aussi fragile. Donc il faut absolument, si on veut qu'une bonne politique européenne soit menée, que ce soit en termes environnemental, en termes sécuritaires, en termes d'immigration, de travail, etc., eh bien, il faut s'engager dans ces élections européennes. Et on parle aussi, ça vous plaira beaucoup moins, Valérie Gomez-Bassac, des gaffes de votre tête de liste, Nathalie Loiseau, aux élections européennes. Au départ, non, j'étais pas sur une liste d'extrême droite à Sciences Po. Ensuite, oui, enfin si, j'y étais, mais je ne le savais pas. Je voulais rendre service à des amis. Dernière gaffe en date, quand je suis arrivé à l'ENA, j'étais une Romane-Michel. Est-ce que vous avez vraiment choisi la bonne candidate ? Alors, est-ce qu'on a choisi la bonne candidate ? Oui, j'en suis convaincue. Alors, non pas simplement parce que je fais partie de la majorité, mais c'est parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, du fait que je sois dans la Commission des Affaires européennes. Elle connaît parfaitement l'Europe, ses institutions, elle connaît les politiques qui sont menées. Maintenant, vous parlez de gaffe. Moi, quelque part, ça me rassure. S'il faut aller chercher dans le passé d'une personne lorsqu'il y a plus de 30 ans pour voir ce qu'elle a pu faire, ça va. Et puis, encore une fois, c'est quand on est étudiant, on sait comment on adhère parfois à certains partis. Alors, ça a peut-être mal été présenté, mal communiqué. Michel, parlons de l'autre polémique. Romane-Michel, c'est une expression, un brin péjoratif qui désigne les personnes tziganes. C'est comme si elle avait dit « je suis passé pour une tzigane à l'ENA », ça veut dire quoi ? C'était pour montrer aussi que finalement, l'ENA, ça représente une certaine catégorie de personnes et qu'aujourd'hui, il est peut-être temps justement d'ouvrir cette école pour que ce soit plus au mérite et non pas simplement par rapport à la catégorie sociale. Et en attendant, dans notre sondage Rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, le Rassemblement National talonne la liste de la majorité d'un demi-point. Il se rapproche. Il y a un vrai risque que vous arriviez deuxième ? Il y a un risque. Après, les sondages restent des sondages. Écoutez, attendons et faisons tout pour être en tête. Et le challenge est là et c'est vraiment important. 7h53 sur Sud Radio. Tout de suite, le mot de la fin avec Billy. Je voudrais qu'on revienne sur votre circonscription. Vous étiez ému et il y avait de quoi ? De ces jeunes femmes qui étaient sur le bord de la route et qui se prostituaient. Est-ce que vous avez réussi à changer un peu les choses, comme l'avait fait par exemple Françoise de Panafieux dans le 17e avec tous ces boulevards des Maréchaux ? Elle avait pu enfin chasser, non pas les filles, mais ceux qui les faisaient travailler. Est-ce que la situation s'est améliorée ? Oui, la situation s'est améliorée puisque ce fameux réseau a été démantelé dans les semaines qui ont suivi. Donc je dis pas que c'est grâce à moi, parce que c'est grâce aux forces de l'ordre. Non, mais vous en avez parlé. J'en ai parlé et je voulais pas faire le buzz là-dessus parce que c'est pas mathématique, mais c'est une réalité, il faut en parler. Et c'est vrai que mais même de vous en parler, ça m'émeut parce que c'était vraiment de très jeunes femmes dans des conditions en pleine campagne. Et il faut que ça cesse, quoi. Il faut que ça cesse, mais on peut pas non plus l'ignorer. C'est-à-dire qu'il faut leur donner les moyens d'avoir une autre vie également. Eh ben, merci pour elle. On voulait savoir où c'en était. Nous voilà un peu rassurés. Toute dernière question. Vous avez un invité surprise. Bonjour Valérie, c'est Hubert Falco, le maire de Toulon. Ça fait plaisir de voir une Toulonnaise qui plus est maître de conférence à l'université de droit de Toulon dans le Var. Le Var, le plus beau département de France. Alors voici ma question.
Étant donné que j'ai mis plus de 20 ans à faire creuser le tunnel de Toulon, combien de temps mettra Emmanuel Macron pour creuser et enfin trouver du pétrole, vu que pour les idées, il faudra repasser? Alors je suis assez confiante, nous, sur l'objectif, nous arriverons à nos fins. Quant au tunnel de Toulon, je peux vous en parler des heures si vous voulez. Ça ne fonctionne toujours pas et les heures d'embouteillage sont toujours présentes et c'est une catastrophe. Voilà, bonne réponse à gagner un sachet de pignons de Pignac. Et voilà une thématique d'ailleurs qui animera manifestement la campagne des municipales, en tout cas l'année prochaine, pour la ville de Toulon. Merci Valérie Gomez-Bassac. Vous êtes députée La République En Marche, porte-parole de votre groupe, députée du département, on l'aura compris, du Var. Et merci également à Dany Moreau pour cette bonne question. Dany qu'on retrouvera tout à l'heure à 8h20 Sud Radio, 7h55.